Aujourd'hui, on revient sur les fondamentaux de la chaîne, donc on revient sur du Kubernetes. On va parler d'une problématique très importante sur Kubernetes, qui est de savoir comment est-ce que on scale bien ces applications. C'est-à-dire comment est-ce qu'on définit le bon sizing pour mes pods et comment est-ce qu'on gère la montée en charge de nos applications, notamment de nos pods. Kubernetes, c'est un outil qui est fantastique, qui permet de résoudre pas mal de solutions et qui permet notamment de gérer aussi l'autoscaling de vos pods de manière dynamique. Mais il y a une problématique. Il y a un problème que Kubernetes nativement ne sait pas résoudre. Parfois, on a besoin de pouvoir scale nos applications, non pas en se basant sur la métrique CPU ou bien sur la métrique memory. Et de ce cas de figure, on est souvent limité. Je prends un exemple. Si moi, par exemple, je veux pouvoir gérer le nombre de pods sur mon application en me basant sur le nombre d'utilisateurs que j'ai connecté sur ma base de données, ou bien en me basant sur un nombre de messages que j'ai dans mes queues, ou bien en me basant sur un nombre d'éléments sur le file system, Kubernetes n'est pas nativement capable de me proposer cette solution-là. Moi, ce que je devrais faire nativement sur Kubernetes, c'est d'utiliser le HPA, Horizontal Pod Scaling, mais qui lui m'offre que des métriques assez limitées, à savoir la CPU et la mémoire. C'est déjà très bien que Kubernetes offre ça, mais dans des cas réels de production, dans des cas très spécifiques, dans des cas où on veut vraiment améliorer notre infrastructure, être très fin, avoir vraiment des réponses qui puissent être de manière proactive, notamment en termes de charge, Kubernetes est assez limité. Et c'est donc pour ça qu'il y a un outil qui a émergé au sein de la communauté Kubernetes qui s'appelle KEDA, pour Kubernetes Event Driven Autoscaler. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit en introduction, on va donc parler de KEDA, donc on va voir les mains sales dans cette vidéo. Dans une première partie, on va faire la partie théorie où je vais vous expliquer vraiment les concepts clés sur KEDA. C'est quoi son intérêt, pourquoi KEDA, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ensuite, il y aura une seconde partie qui sera un peu plus technique. On va aller sur notre cluster, on va installer KEDA, on va pouvoir tester avec un vrai use case, quoi. Donc ça va être le but vraiment de cette vidéo-là. Donc KEDA, donc je suis reparti sur le format que j'utilisais déjà sur Kubernetes, donc j'ai mon gros fichier où il y a tout ça, donc j'ai rajouté dans la section KEDA. Je pense que c'est plus simple, j'ai gardé le même style que sur les autres vidéos. Donc ça va être rajouté forcément à la playlist sur Kubernetes cette vidéo. Donc le but de cette vidéo, à la fin de cette vidéo, vous sera même de comprendre ce que c'est que KEDA réellement. KEDA, voilà. Comment est-ce qu'il fonctionne et ensuite vous allez pouvoir vous-même dans vos clusters Kubernetes mettre en place du scaling qui peut se baser sur KEDA avec des éléments extérieurs et tout. Voilà. Donc concrètement, KEDA ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire Kubernetes Event Driven Autoscaling. Donc simplement ça veut, comme son nom le dit en fait, ça veut dire du scaling qui se base sur des événements. Voilà. Et là, dans notre cas, c'est des événements en général qui sont externes. Ça peut être aussi des événements qui sont internes à votre cluster, mais ça peut être des événements aussi externes. Voilà. Donc quand on parle d'autoscaling ou de scaling, d'abord le scaling c'est, en gros ça concerne les pods. C'est quand vous décidez d'augmenter le nombre de pods ou de réduire le nombre de pods. Donc là vous faites du scaling. Par exemple si votre application avec un pod, vous décidez de le faire passer à deux pods, ça c'est du scaling. Voilà, donc il y a du scaling up, du scale down, voilà. Par contre, on peut faire du scaling de deux manières. La manière manuelle, donc vous allez sur votre cluster, vous modifiez votre fichier YAML et vous réappliquez, et ça change le nombre de pods que vous avez demandé. Donc ça c'est très bien, ça marche, mais dans la vraie vie, aucun intérêt. En production, on ne fait pas du scaling comme ça. Ça n'apporte, ça a zéro plus-value en fait que ça apporte. Donc c'est là où il y a donc maintenant ce qu'on appelle l'autoscaling. Donc l'autoscaling, ça permet, notamment dans Kubernetes, ça permet, mais c'est un concept qui n'est pas lié qu'à Kubernetes. Hein, sur AWS, vous avez aussi le même concept, ou bien sur les cloud providers. L'autoscaling, simplement, ça permet de gérer de manière autonome ou de manière automatiquement le nombre d'instances que vous voulez. Ça peut être des instances, ça peut être des pods, voilà. Et ça se fait de manière automatique en se basant sur certaines métriques. Et sur AWS, donc, il y a un outil qui s'appelle le HPA. On avait déjà fait une vidéo dessus, je crois, donc n'hésitez pas à la regarder, cette vidéo-là. On va la mettre juste à côté pour ceux qui veulent se rappeler dessus. Donc le HPA pour Horizontal Pod Scaling, ça permet donc du coup de faire un scaling de nombre de pods. Et ça se base en général sur deux éléments, sur deux métriques. Soit le CPU, soit la mémoire. Donc vous pouvez mettre des règles que sur la CPU. Par exemple, vous pouvez dire si j'ai 95% de CPU, j'augmente le nombre de pods. Si j'ai, bon voilà, vous pouvez définir ce genre de règles. Et pareil pour la mémoire. Donc ça c'est l'autoscaling, ça marche très bien.
Voilà. Sauf qu'il y a des limites. Dans certains use cases spécifiques, on peut avoir besoin de faire du scaling, non pas en se basant sur du CPU ou sur la mémoire, mais en se basant sur des éléments qui puissent être externes, quoi. Donc, par exemple, si vous avez une queue, si vous avez une base de données, vous pouvez, par exemple, vouloir mettre des conditions en se basant sur ces éléments-là. Et c'est là où intervient donc Keda. Keda qui est dans le Kubernetes Event Driven Autoscaling. Donc, nativement, il n'est pas installé dans Kubernetes. Peut-être que dans une version, dans les prochaines versions, il sera installé. Mais à date, à la version 1.35, je crois pas que Keda est inclus dans Kubernetes. Donc, il faut vraiment que vous l'installez sur votre cluster. Mais je suis presque certain que dans le futur, c'est un outil qui sera inclus dans Kubernetes nativement. Voilà. Donc, Keda, qu'est-ce qu'il va donc permettre de faire? Il va vous permettre de scale les deployments, donc le nombre de deployments que vous avez. Pas le nombre de deployments, le nombre de pods associés à vos deployments, donc en gros les répliques assets. Il peut vous permettre de scale des jobs et des cron jobs, ça c'est normal, donc il peut s'intégrer à ces éléments-là. Donc vous pouvez définir que non, je sais pas, si j'ai 10 messages dans ma queue, alors je passe à 10 nombres de pods. Enfin, ça, il peut lui permettre de gérer ça. Mais surtout, c'est pourquoi j'ai mis en orange là, en se basant sur des sources externes. Donc ça, c'est le mot-clé intéressant en fait ici, c'est qu'à partir vraiment des sources externes. Donc Keda, concrètement à Horizontal Post Scaling, lui se base des métriques de Kubernetes en fait pour pouvoir faire du scaling. Voilà. Alors que Keda, lui, peut se baser d'éléments extérieurs, notamment, vous pouvez, comme je l'ai dit, il peut se brancher à votre Kafka et sur des topics Kafka, il peut se brancher à des queues sur RabbitMQ, il peut se baser sur des queues sur SW, il peut se baser sur Redis, sur du Prometheus, voilà. Donc avec Keda, c'est vraiment ça sa force. Donc si vous avez une application, je prends un exemple asynchrone, qui doit faire des traitements de fichiers, que ces traitements de fichiers passent par exemple par une queue, ben, vous pouvez définir que si j'ai X nombre de messages dans ma queue, je veux que automatiquement que tu me scales une nouvelle instance pour ça. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans la partie pratique. Mais c'est ça qu'il faut retenir vraiment. Donc Kedas fait vraiment de l'horizontal pod scaling, mais en se basant sur des éléments extérieurs. Et il permet donc de scaler les éléments qui gèrent les jobs, à savoir, qui gèrent les pods, à savoir les deployments, les jobs et les cron jobs. J'ai déjà expliqué un peu, mais j'ai rajouté ce slide-là qui permet d'expliquer la différence entre KEDA et HPA. Donc HPA, comme je le dis, c'est vraiment très simple. HPA, lui, c'est des métriques de Kubernetes. Donc il se base sur des métriques de Kubernetes, les CPU, la mémoire, éventuellement quelques custom métriques. Mais en général, c'est CPU et mémoire pour pouvoir gérer l'autoscaling en fait. Alors que KEDA, lui, il va se baser sur des métriques qui sont hors de votre cluster. Que ce soit des événements sur des queues, des streams, etc. Donc il va se baser sur ça pour pouvoir faire du scaling. Et ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Mais derrière vraiment en fait, Keda en fait, on va dire qu'il va un peu surcharger le comportement de HPA, mais derrière il crée quand même des ressources HPA. Ça on le verra tout à l'heure quand on va faire la pratique. Mais on va dire que ça permet en fait, Keda va permettre de donner de super pouvoirs à votre HPA. Votre HPA par défaut il est limité à la CPU et à la mémoire, voilà. Keda, quand il s'installe sur votre cluster, va donner plus de pouvoir à votre HPA pour lui permettre de pouvoir scale même sur des éléments extérieurs. Donc, en termes de composants de Keda, il a trois composants à date. Après, il y a peut-être d'autres justement, mais en gros, il faut savoir quand vous avez Keda, il y a des éléments qui sont importants, c'est qu'il y a l'opérateur. Donc, ce qu'on appelle le Keda opérateur, lui, il va observer les scale objects. Donc, les scale objects, en fait, c'est les objets Kubernetes qui vont en fait, qui vont contenir en fait vos règles de scaling, etc. C'est ce qu'on appelle du scale object. Donc, l'opérateur, lui, va surveiller ça. Et derrière, il va créer dynamiquement des HPA. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Donc, Keda tout seul, il s'appuie quand même sur HPA. Donc, c'est vraiment une surcouche, comme je l'ai expliqué là. Et l'opérateur, en fait, en se basant sur les scale objets, va donc décider de pouvoir d'aller provisionner un HPA qui va pouvoir gérer vos pods, le scaling de vos pods, quoi. Et la deuxième chose, c'est qu'il a besoin forcément des métriques API, quoi. Donc, ce qui va se passer, c'est que Keda, à partir des éléments extérieurs et tout, il va exposer une API, donc ce qu'on appelle le KEDA Metric API, à Kubernetes en fait. Donc ça va exposer à Kubernetes les métriques externes parce que par défaut, Kubernetes n'a pas les métriques de vos éléments extérieurs en fait. Donc c'est KEDA qui va pouvoir exposer ces éléments-là en fait dans votre cluster et ensuite vous pouvez utiliser ça. Et ensuite derrière au niveau des CRD des objets, il y a trois principaux. Ça c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Les CRD en fait, c'est les Kubernetes, c'est les Custom Resource Definition, donc ça pour définir en fait les ressources. En fait c'est des fichiers YAML entre guillemets, on va voir tout à l'heure. Il y a trois qui sont très importants sur Keda, c'est les trois que vous pouvez utiliser. Donc il y a le Scale Object, c'est vraiment le cœur.
Ça va définir en fait vos politiques de scaling et la ressource que vous allez chercher. Ensuite, il y a le scale job qui va définir la fréquence. Et ensuite, il y a le trigger avec l'authentification. Donc le trigger va en général contenir le secret pour aller lire votre queue. Donc par exemple, si vous avez une queue SQS par exemple sur AWS, bah, potentiellement au niveau du trigger authentification, vous allez lui fournir vos clés AWS pour qu'il puisse aller lire cette clé là. Si par exemple vous avez une queue RabbitMQ par exemple, vous allez devoir fournir à votre CAD le chemin d'authentification. Comme ça, lui pourra aller fetcher ces informations là et vous les restituer. Donc ça, c'est les composants sur Keda. Maintenant que je vous ai installé, je vous ai expliqué un peu la théorie. Bon, allez, c'est assez rapide, hein. Le but c'est pas non plus d'entrer dans les détails techniques, dans le code source de Keda, etc. Je vous ai expliqué les grands taux. Ce que je vous ai expliqué là, vous n'avez pas besoin d'en connaître plus. Je pense que c'est suffisant dans 95% des cas. Après, si vous avez besoin de, par exemple, si vous voulez faire des merge requests sur ce repo là, parce que je crois que c'est un projet open source, bon là vous avez besoin de connaître un peu plus, d'entrer dans les détails, mais là c'est pas le but. Le but c'est de vous donner une définition un peu high level pour pouvoir comprendre ce que c'est. Donc on va donc passer au cas pratique. Donc là on va avoir les mains sales, c'est ce que moi je préfère. Donc on va on va se connecter sur un de mes clusters Kubernetes qui est en production ou qui est en pré-prod. Bon en tout cas il est en ligne, on va pas le faire sur du Minikube et tout, c'est vraiment un vrai cluster sur lequel on va faire. Donc ce qu'on va faire comme objectif, c'est qu'on va essayer, on va installer Keda sur notre cluster. Voilà, on va installer Keda, on va le configurer correctement. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est on va mettre en place un autoscaling basé sur Keda qui va se baser sur une queue RabbitMQ. Donc en gros, Keda va se connecter à une queue RabbitMQ. Et ce qu'il va faire, tous les 5 messages, toutes les 5 messages dans une queue, il va ajouter un worker. En général, quand vous travaillez sur des messages de queue, vous avez un worker qui est en fait le consommateur des messages dans votre queue. Voilà, et nous, ce qu'on va dire, on va dire, écoutez, si à un moment donné, tous les 5 messages dans une queue, en gros on va scaler. Donc je m'explique. Si à un moment donné j'ai 15 messages dans ma queue, j'aurai 3 workers. Si à un moment donné j'ai 5 messages dans ma j'ai 25 messages dans ma queue, j'aurai potentiellement 5 workers. Donc c'est un peu ça le suite. Donc tous les paliers de 5 messages qui ne sont pas consumés, alors on ajoute un worker. Donc ça c'est vraiment un exemple basique, on va essayer de le faire. Et c'est un exemple pour info que j'ai eu à le faire il y a quelques années pour un client. Ça se basait justement toujours c'était pas du RabbitMQ, c'était du Kafka dans ce cas de figure. Donc il y avait un scaling qui devait se faire en se basant sur des messages dans des Kafka. Ben, c'est à peu près le même principe et tout. Donc on va vraiment faire quelque chose qui c'est vraiment un vrai cas qu'on va essayer de faire là, un vrai cas que vous avez en production, qui est pas juste un cas en mode un peu tutoriel et tout. C'est vraiment un vrai cas dans la vraie vie, quoi. Alors donc je ferme ça et on se retrouve dans le terminal. Donc on est dans le terminal, je vais augmenter la taille un peu comme d'habitude pour que ce soit lisible pour vous. Donc là j'ai mon écran. J'avoue que j'ai pas fait le tuto truc depuis. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans training je crois. Ok, et là on va aller dans notre fichier, dans notre dossier Kubernetes. On avait fait customize, donc au 25 on va faire un Kubernetes, on va faire un mkdir pardon. 26 qu'on va appeler Keda. Bien nettoyé comme ça. Et là, on va aller dans le 26 Keda. Donc, ce qu'on va faire, je vais l'ouvrir dans mon éditeur de code. Voilà, je suis passé à Winsoft, je suis plus Visual Code. Parce que ça me permet d'utiliser aussi des modèles d'IA si j'ai besoin. Mais on n'aura pas forcément besoin de ça ici. Alors, donc ici, donc là, on a notre terminal dont on aura besoin plus tard. Je peux décider de travailler ici. Donc on va switch entre les deux. Donc faut pas que vous soyez choqué si je bascule de l'un à l'autre, quoi. Ça me permet moi d'être un peu plus efficace. Donc quand je vais faire des opérations sur le terminal, je vais travailler là, mais quand je vais faire du YAML, je ferai là. Donc ce qu'on va faire, la première étape, dans ce qu'on va faire, je vais créer un fichier README ici. Hop. Donc grosso modo, ce qu'on va faire, Keda setup, Keda tutorial. Je fais un truc comme ça. Donc première étape qu'on va faire, étape 1, ce qu'on va d'abord faire, on va voilà, on va installer Keda. Voilà.
Il me propose ça, oui, je pense que ça va être ça. Donc on va installer Keda. Donc il m'a déjà donné la commande. Est-ce que c'est ce repo là que moi j'utilise? Touc, 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 touc. Oui, donc ça c'est le repo. On va l'installer via Helm chart. Donc on va installer Keda via Helm chart. Déjà si je fais un Helm list là, Helm repo list, il n'est pas impossible que j'ai déjà ce repo là. Ouais, j'ai Keda core, donc c'est pas grave, je vais quand même le réinstaller. Si je fais get ns grep Keda, est-ce que j'ai le namespace Keda? Je crois. Bon, je vais le delete quand même. kubectl delete. Pour vous montrer vraiment que on va le faire ensemble, parce que je crois que c'est un. Je crois pas qu'il y ait des ressources dedans. Il doit être vide. Comme ça, on va vraiment partir de quelque chose de clean, de propre. Voilà. Donc ça va être la première étape. Ensuite, ce qu'on va faire, moi, je vais installer. C'est pas la vérification. Ici, moi, ce que je vais faire, je vais installer RabbitMQ. Mais pour RabbitMQ, je vais pas utiliser de Helm-chart. Je vais le faire avec des fichiers YAML. Voilà. Mais on va pas se perdre. Pour le moment, on installe déjà Keda, on vérifie que tout est OK. Donc ça, voilà. Donc vous prenez cette commande là, je vais juste faire un copy and paste là. Pip. Donc j'ai déjà le repo. Donc là, ça c'est pour normalement cette commande si j'avais pas spécialement besoin de le faire parce que je l'ai déjà présent. Donc là, donc j'ai lancé l'installation de Keda. Donc là, il y a d'abord le repo Helm à installer. Et ensuite là, il y a le namespace il y a l'installé dans le namespace Keda. Donc là, vous pouvez voir, j'ai lancé les commandes là. Voilà, donc ça a été installé avec Helm. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Helm, qui tombent pour la première fois sur la vidéo, j'ai fait toute je crois, 2-3 vidéos où j'explique Helm, voilà, qui est un gestionnaire de paquets qui permet d'installer des produits dans votre cluster de manière simple. Donc voilà, et maintenant si je fais un kgetpod donc je vais faire un kubenes Keda. Je sais pas si vous voyez bien mon écran. Oh, bon, Keda. Je vais essayer d'agrandir quand même. Voilà, je pense que ça va être plus simple pour vous comme ça, en agrandissant. Si je fais un kgetpod là, donc on voit que j'ai tout qui s'est bien installé. Ouais, ça a 68 secondes. Donc c'est vraiment la nouvelle installation. Et là, j'ai l'opérateur, j'ai les métriques, j'ai la mission webhook. Ça, c'est nouveau, je crois. La dernière fois que j'avais installé, j'avais pas forcément besoin de ça. Bon, bref. Mais j'ai tout ce qu'il me faut. Donc là, on voit bien qu'il est running. Donc on va dire que mon Keda, il est bien installé. Donc ça, c'est très bien. Donc maintenant, ce que moi je vais faire ici, je n'ai pas de RabbitMQ là. Si je fais un kubenes RabbitMQ, voilà, j'ai pas de RabbitMQ. Donc Keda est installé. Maintenant, il va falloir que je le mette en pratique, que je puisse l'utiliser sur un entre guillemets sur un vieux projet, sur un vrai projet. Ça va être sur RabbitMQ. Donc ce que je vais faire ici, je vais avoir un fichier que je vais appeler rabbitmq.yaml là, rabbitmq.yaml. Voilà, je vais pas utiliser, je pourrais utiliser Helm-chart, mais je vais pas l'utiliser, je vais pas l'installer avec Helm-chart parce que c'est un peu lourd, j'ai pas forcément besoin. Donc là, je vais faire juste un kubectl apply-f. Donc là, je vais mettre ici install rabbitmq. Donc au niveau de Keda, une fois que vous avez installé, on peut faire une vérification check. Voilà, c'est ce qu'on a fait, on a vu que ça marche bien. Donc là je vais donc mettre mes fichiers. J'avais préparé déjà du code pour ça, donc je ne vais pas utiliser ce qu'il me propose. Je vais vous expliquer après. Donc je vais juste faire un copie un colle là pour gagner en temps. Donc là j'ai mon namespace RabbitMQ qui va être créé. Donc là je le crée avec mon namespace RabbitMQ. Ensuite là ça va être ici, ça va être le secret. Donc le secret pour me connecter à RabbitMQ. Je vais pas m'emmerder, je vais mettre un user et un password et tout simple. Voilà. Mon user va s'appeler user, mon password va s'appeler password. Donc ça va être le secret pour s'authentifier à RabbitMQ. Là, je vais donc déployer le RabbitMQ. Donc le RabbitMQ, il a besoin de, en général, il a deux ports, mais nous, ça c'est le port pour le web, ça c'est le port pour la communication, je crois. Et là, il y a différents readiness propres qui sont là. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est cette image-là. La RabbitMQ Management Alpine. Bon, pour aller sur le Docker Hub, vous allez retrouver cette image-là.
Et ensuite, là, il y a le service qui est le plus important. Je le mets en cluster IP parce que j'ai pas besoin de l'exposer à l'extérieur de mon cluster. Donc, je le mets en cluster IP. Et là, on est pas mal. Donc, j'ai juste besoin de tous ces éléments-là. Le namespace, le secret, j'aurais pu le rajouter plus tard, mais je l'ai rajouté tout de suite, c'est pas grave. Et là, vous voyez comme en termes de, je dois lire mes variables d'environnement, là. Vous voyez que mes variables d'environnement pour mon user et mon password, ils vont se baser sur ce secret-là, en fait. Voilà. Et quoi d'autre là? Et là, il y a le service. Donc, on va pouvoir se connecter aussi sur le service. On va pouvoir vérifier. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais juste faire mon, comme je l'ai dit, un kubectl apply-f rabbit mq.yaml. Donc là, il va m'exécuter tous ces éléments-là. D'habitude, j'ai l'habitude de découper. Donc je vous recommanderais, parce que là, je suis en train de faire un tuto, voilà, je travaille tout seul. Mais je vous recommanderais toujours de découper ça en plusieurs fichiers. Donc un fichier namespace.yaml, un fichier secret.yaml, un fichier deployment.yaml et un fichier service.yaml. C'est plus propre de faire comme ça, parce que si vous faites, imaginez que vous voulez changer un déploiement, ce n'est pas à l'abri de pouvoir venir faire une erreur de frappe et tout. Bon bref, et si vous avez travaillé à plusieurs, c'est mieux de faire comme ça. Donc là, comme c'est juste pour un tuto que je suis en train de vous faire, j'ai pas forcément besoin de découper ça. Moi, ça m'évite de taper 4 commandes quoi. Mais dans la vraie vie en production, il faudra découper vos éléments. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai montré dans les vidéos sur Kubernetes que j'ai pu faire en fait. Donc, et là, on va vérifier. On va faire un kubens pour aller sur RabbitMQ. Et là, si je fais un k getPod, là, voilà, il y a une erreur sur ma config. Donc, on va aller, c'est bien, on va pouvoir débugger pour comprendre ce qui se passe. Et si je fais un k describe pod, donc le describe, c'est votre ami toujours. Quand vous avez un problème, commencez toujours par le describe, avant même d'aller checker les logs. Present on machine, error secret not found. Ah oui, je comprends. C'est RabbitMQ secret. Moi, je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé RabbitMQ out. Donc, je dois juste changer ici, là, mon deployment, là. Voilà. Au lieu de secret, je dois l'appeler plutôt out. Voilà. Et ça devrait être bon. Et là, si je réapply, il va mettre à jour mon deployment. Ça devrait être bon, là. Donc, toujours aller vérifier quand vous faites quand vous voulez débugger un problème sur Kubernetes, commencez toujours par un describe. D'ailleurs, j'explique tout ça dans mon livre Mastering Kubernetes qui est là. N'hésitez pas, il est disponible sur Amazon et tout. Voilà. Alors, donc si on refait dans un kgetpod, ça devrait être bon, il n'y aurait plus à avoir de problème. Donc là, mon RabbitMQ il est running. Donc ça, c'est très bien, c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, on va faire un port forward. Donc ce que je vais garder ça pour le terminal. Je peux l'ouvrir ici. Je sais pas. Donc mon RabbitMQ il est bien installé. Je suis revenu sur le terminal parce que ce que je vais faire, je vais faire tourner, je vais lancer le service. Donc si je fais un kubectl k get svc, donc je suis bien sur le namespace RabbitMQ. Donc je vais faire un port forward et ouvrir l'interface web de RabbitMQ pour vérifier que j'ai bien accès à son UI et vérifier que le login password il marche bien. Donc pour ça on va faire un port forward. Donc si je fais on va faire avec kubectl port-forward svc 2 points de sbc RabbitMQ. Ensuite, je pense que le web c'est ce port là, je sais plus, je crois que c'est celui-ci pour le web. On va vérifier. Je vais mettre sur le même port sur ma machine 672. Donc, une fois que ça c'est fait, on va ouvrir le navigateur web qui est quelque part là. Donc, on va venir là. Et si je fais un localhost, j'aurais dû copier ça. 15672. Allez, on va faire ça. Voilà, donc là j'ai mon RabbitMQ qui est up, il est en localhost là, donc c'est pas mal. Et là, si je mets user et le mot de passe, on avait mis password. Faut pas faire ça en production, hein. C'est que je veux pas, voilà. Donc mon RabbitMQ il est bien, il est là. Donc c'est pas mal. Donc on a notre appli qui est là. Voilà, donc là on est pas mal. Donc ce que je ferais, est-ce que je peux créer une queue connection? All connection, ok. Donc bon, le RabbitMQ il est là. On va voir, on va pouvoir passer à la suite. Donc là on a RabbitMQ qui est démarré, on a bien le serveur ou notre appli qui est là. Donc on va la laisser là. Donc ce qu'on va faire, donc je vais créer une queue sur mon RabbitMQ.
Donc ça, je vais le laisser tourner. On va créer un localhost parce que j'ai pas besoin de mettre un DNS pour ce use case là et tout. C'est vraiment un tuto. Donc je vais utiliser cette URL là sur laquelle je vais pouvoir faire mes opérations. Je vais pas faire de script. Donc vraiment, ce qu'on va faire pour interagir avec ma queue, je vais créer des messages depuis la console. Je vais supprimer les messages aussi depuis la console. Moi, ça me permet d'être plus simple, d'être beaucoup plus efficace. Parce que normalement, une queue, en général, d'avoir une application qui publie dans la queue, une autre qui la consomme. Voilà. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va donc créer ma queue à partir de mon OTAN. Donc je vais ouvrir un nouveau terminal ici là. Euh, voilà. Et là, on va créer la queue. Donc pour créer la queue, en fait, j'ai juste à faire un curl. Donc je vais m'authentifier avec le user et le password. Et là, je mets ma queue localhost là et je vais créer la queue. On va l'appeler hello. Donc ma queue va s'appeler hello. Je peux la changer et la mettre KG code. Allez, ça va être plus simple là. Allez, tac. Attendez. Hop. Oh, on va la laisser parce que j'ai peur que je change. On va la laisser avec hello. Donc là, normalement, là, je me suis authentifié. Il n'y a pas eu d'erreur. Là, en fait, si j'attaque l'API de RabbitMQ là directement et ensuite je m'authentifie avec mon user password et là, je crée ma queue. Donc si on revient sur la console de RabbitMQ, si je fais un Windows R là, un refresh, si je reviens là, channel, exchange, voilà, c'est queue. Et là, il y a ma queue qui est là hello. Donc ça va être ces queues là qu'on va jouer. On va pouvoir faire des opérations, voilà. Donc là, c'est très bien, on peut s'authentifier, on peut faire des messages et tout. Donc ça, c'est bien. Je vais donc revenir sur mon petit fichier de readme là. Donc on va dire que ça, c'est bon. RabbitMQ est up et tout. Donc l'étape 3 qu'on va se dire. Bon, on a déjà vérifié, je mets pas ça. L'étape 3, ça va être publish. Voilà. Donc, app. RabbitMQ. Là, il y avait la vérification. Donc ce qu'on a fait, donc là on a créé la queue, c'est tout ce qu'on a fait, voilà. Donc maintenant l'étape 4, ce qu'on va faire, donc on va configurer les CRD de Keda. Donc là, hop. Là il me met des trucs que j'aime pas, c'est ça le problème avec ces trucs là des fois. Donc ici c'est configure Keda CRD. Donc c'est ce qu'on va faire là. Donc si je reviens sur mon PowerPoint là, ici, on va donc faire créer ces éléments-là. Les trois trucs dont je vous ai parlé, le scale object, le scale job et le trigger authentication. Donc ce sont des fichiers YAML en fait qu'on va créer. Voilà. Donc on peut déjà les créer là. Je vais les mettre en suffixe donc je vais mettre comme ça en 1. On va créer le Keda, le scale object .yaml. Ensuite en 2. On va créer le Keda trigger secret, allez. YAML là. Et enfin, on va créer le 3, c'est le trigger. Keda trigger trigger.yaml. Et on va bien observer ce qui va se passer. Alors, donc là, on est pas mal, là. Donc, je vais juste vous mettre là le code. Donc, on va commencer par le trigger, on a dit qu'on commençait par le scale en premier. Hop. Donc, ça, vous trouvez l'information. Je n'invente rien. Vous trouvez l'information. Vous tapez RabbitMQ, Keda. Et là, vous avez toute la doc en fait. Donc moi, je vous ai pré-mâché le travail pour que ce soit plus simple pour vous. Voilà, vous pouvez aller la lire et tout. Je pourrais mettre en commentaire le lien là. Donc en gros, pour toutes les ressources, vous voyez là, c'est des différences Scalar. Juste une petite parenthèse. Là, on va travailler sur RabbitMQ. Mais là, vous avez toutes les sources extérieures que vous pouvez rajouter à Keda. Donc vous pouvez faire un scaling en se basant sur Redis, sur Selenium, sur Solar, sur Splunk, sur des crans, sur l'Azure, sur AWSQ, etc. Nous, on est dans le cas de RabbitMQ. Mais selon votre use case, il faudra venir à chaque fois consulter cette documentation-là pour avoir les paramètres. Donc, moi, pour gagner en temps et pour que ce soit digeste, j'ai pré-mâché le travail pour vous. Où je suis allé déjà faire le check des paramètres que j'avais besoin pour notre élément, c'est tout.
Donc là, le scale object, c'est simple. Donc là, ça, vous connaissez déjà. Ça, c'est la définition classique des CRD. Donc vous avez l'API version, le kind, les métadonnées et tout. Donc là, vous avez le nom. Là, on a le namespace. Et là, ce qui est super intéressant, là, c'est qu'on va lui dire de scale. Donc il aura minimum 0. Il pourra mettre en fait ce scale object là, il pourra scale maximum 10 réplicas. Et il va faire un pull toutes les 5 secondes. Et donc toutes les 5 secondes, il va checker. Une fois qu'il a fait un scale, il va attendre 30 secondes avant de refaire un... Enfin, une fois qu'il a scale, il va attendre 30 secondes avant de refaire un scale. C'est ce qu'on appelle le cooldown période, quoi. Et là, le trigger, là, c'est ce qu'on va créer. On va le connecter avec le trigger pour dire que pour le trigger, pour avoir les informations d'authentification à RabbitMQ, tu vas aller le lire dans le RabbitMQ hot, quoi. Voilà. Et là, super important, c'est que là, les métadonnées, donc la queue, elle s'appelle Hello. C'est ce que j'ai configuré. Ma queue, elle s'appelle Hello, là. C'est ce qu'on a mis ici, là, que vous pouvez le voir là. Donc, il va vraiment se baser sur cette queue là qu'on a créée, la queue Hello. Et là, il va checker qui est 5. Donc, cette queue là doit avoir une longueur de 5. Donc, ça veut simplement dire qu'à chaque fois qu'il y a 5 messages, comme j'expliquais, il faudra qu'il recrée un worker qui va. Un worker en fait pour scale quoi. Donc là le second paramètre qui est très important c'est le secret. Donc je reviens dans le scale object, on l'a fini, donc ça c'est super important. Donc retenez que ce scale object là c'est ça qui va permettre derrière de créer le HPA. Et ses conditions c'est qu'il pourra créer maximum 10 pods. Et il va faire un check toutes les 5 secondes. Et là il y aura une période d'accalmie de 30 secondes lorsqu'un nouveau pod a été créé. Et surtout, ce qui est important, c'est cette condition-là. Donc la longueur, ça se base sur 5. Donc chaque fois qu'il y aura 5 messages dans la queue, il devra créer un nouveau pod en fait. Voilà. Mais par contre, dès qu'il atteint 10, il ne scale pas plus. Là maintenant, on a l'authentification. Donc ça, c'est super important parce que vous doutez bien que, comme on a dit, KEDA, on est dans Kubernetes. Donc pour s'authentifier à RabbitMQ, il faut bien qu'il ait ses paramètres d'authentification. Et c'est ce que je fournis ici à KEDA. Donc KEDA, en fait, ça c'est le secret pour se connecter à... Donc je crée un secret avec la chaîne de connexion à mon RabbitMQ. Et là, je donne son user et son password en fait en direct. Ça sera stocké dans un secret. Parce qu'après les secrets Kubernetes les encryptent et tout. Donc si par exemple vous travaillez sur du MySQL, je sais pas, sur du SQL, sur de l'Azure, sur l'un de ces composants-là, que vous avez ici dans la liste là. Donc ça va dépendre à chaque fois, ça va varier selon votre use case en fait, selon votre besoin. Donc moi dans mon cas c'était RabbitMQ et j'ai vu je me suis documenté avant la chaîne de connexion pour me connecter à RabbitMQ elle respecte ça en fait. Donc si vous êtes sur AWS, vous allez potentiellement fournir les credentials, les secret keys et l'API key, etc. Donc ça va vraiment dépendre de votre outil de connexion. Et le troisième point, non, c'est le trigger. Le trigger, c'est simple, il a juste besoin de récupérer votre secret. Donc là, vous créez le secret pour vous dire comment est-ce que vous vous connectez à RabbitMQ. Et ensuite, ce secret-là, vous le fournissez au trigger. Le trigger, il a besoin d'avoir cette information-là pour aller s'authentifier à RabbitMQ, en fait, et pouvoir récupérer les métriques. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais juste les appliquer. On les a mis, donc on va faire kubectl apply-f. On va appliquer le 1. Donc ici j'ai découpé parce que le but c'était de faire du KEDA, c'était pas de faire du RabbitMQ. Donc c'est pour ça que j'ai découpé en 3 fichiers pour pouvoir vous expliquer. Sur RabbitMQ, là il me dit, alors qu'est-ce qu'il me dit? Error not found creating KEDA, not found request source spot. Alors pourquoi j'ai une erreur? Ah oui, je pense que mon ordre n'est pas bon. Effectivement, parce que là vous voyez que là j'appelle un secret, donc il va pas marcher. Donc il faut plutôt que j'inverse l'ordre ici. Donc c'est plutôt le secret à créer en premier. Ben, c'est logique en fait. Et là, ça va être ça qu'on va créer en 2. Ou même en 3. Bon, 2, c'est pas grave. Donc là, on va réappliquer kubectl. Je vais faire un k-apply-f, le 1. Le secret. Il ne devrait pas avoir d'erreur là. Ensuite, alors donc on va appliquer le 2. Donc on a fait le 1 qui est bon, le secret. Maintenant on va appliquer le trigger. Apply-f2. Hop. Voilà, donc là c'est bon. Et là on va appliquer enfin le scale object à la fin. Donc si maintenant on fait un apply-f3. Donc là on est pas mal. Donc là on doit avoir toutes nos ressources là. Donc pour ça je vais juste vérifier. Si je fais un get attends, on va dire, on l'a appelé comment? Ouais, c'est ça, get scale
object, c'est moi qui écris mal l'anglais. Donc j'ai bien mon truc qui est là, voilà. Il nous donne donc le scale object, il nous dit que là il y a un scale object. Voilà, il target un deployment qui s'appelle RabbitMQ Worker. Et il peut mettre deploy, il peut être de 0 jusqu'à 10. Et là il est actif là. Donc là je vous ai pas montré ça parce que c'était un petit parenthèse. Donc ici vous avez en fait le worker. Le worker en fait c'est les pods qui sont censés en fait scale en fait. Parce que là ce que je fais en fait, je dois scale quoi? Je dois scale bien sûr des pods, mais je dois scale quel type de pod? Donc je dois scale ici là les pods du RabbitMQ Worker. Et les pods du RabbitMQ Worker, ils sont là. Pour que ça aille plus simple, j'ai juste fait un deployment simple avec une image Nginx. Et vous voyez que là, si je fais un kgetpod là, je n'ai pas de pod de worker là. Donc RabbitMQ Worker. On va appliquer apply-f le worker. Voilà. Donc vous voyez que là j'ai bien j'ai mon truc qui est à 0. Ça c'est normal. Donc là c'est normal. Et si je fais un kget HPA, je dois avoir un HPA qui existe. Voilà. Vous voyez que là j'ai Keda HPA. C'est ce que je vous expliquais dans la vidéo. Que derrière en fait, Keda derrière il crée quand même un vrai HPA qui va surcharger en fait en se basant sur ses métriques à lui qui va récupérer depuis la source externe de RabbitMQ. Donc là on a le HPA qui est là. Donc là c'est pas mal. C'est pourquoi c'est 0 parce on a bien dit que là au niveau de notre scale object là, on dit qu'on ne pull que s'il y a 5 messages dans la queue. Donc tous les 5 messages, en tous les 5 messages, c'est là où je crée un worker. Donc en gros, entre 0 et 5, il va me créer un worker. Ensuite, entre 5 et 10, il est censé me créer un nouveau worker, ainsi de suite quoi. Comme ça permet que si j'ai des tonnes de traitement, ça permet d'avoir mon application qui réagit vite en fait en fonction des messages qui arrivent. Donc là, ça c'est très intéressant. Maintenant, ce qu'on va faire là, c'est là où il faudra que vous soyez un peu vigilant, que vous soyez concentré. Parce que ça c'est maintenant, là on a fait le setup, ça marche. Maintenant, je vais vous démontrer que ça marche bien. Donc on va simuler des messages dans la queue. Et on va voir comment notre scaling là, notre worker là, les pods de notre worker doivent se créer en fait. Donc là maintenant on va pouvoir donc valider le scaling. Donc c'est ici que vous devez vraiment être méticulé être focus sur ce que je vais vous montrer là. Parce que là vraiment on va vraiment tester la puissance de Keda. Donc ce qu'on va faire là, vous pouvez voir que là j'ai un deployment là qui est à 0. Où j'ai dit que mon RabbitMQ là, avec mon RabbitMQ Worker qui est là, on peut voir qu'il est à 0. Donc c'est normal, il n'y a pas de message. Et là j'ai mon scale object qui dit que quand j'ai 5 messages dans ma queue, tous les 5 messages dans ma queue, c'est là où je scale en fait. Donc on va pouvoir tester ce comportement là et voir si ça marche. Donc c'est vraiment le point central, le point focus où vous devez être vigilant et voir vraiment ce qui va se passer en fait. Donc ce que je vais faire, donc là je vais lancer le Watcher. Ça va être plus simple avec le Watcher. Vous voyez que là je n'ai que le RabbitMQ qui tourne quoi. Donc voilà, c'est mon serveur RabbitMQ qui tourne. Là il n'y a pas de worker. Donc je ne vais plus toucher à Kubernetes, je ne vais pas toucher au deployment, je ne vais rien faire. Je vais juste maintenant me focus que sur RabbitMQ. Donc là, je vais publier des messages. Donc je viens sur ma console RabbitMQ qui est là, je viens sur ma queue Hello. Et sur ma queue Hello, je vais envoyer des messages. Donc là, je publie un message, je publie deux messages. Là, j'en ai Windows R. Ah, j'avais pas publish. Voilà, pardon, excusez-moi. Message n'était pas parti. Je publie un message. Close. Je publie un second message, close. Donc j'ai 3 messages qui ont été publiés. Maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé côté Kubernetes. Donc si je reviens côté Kubernetes, et là j'ai mon worker, je vois que j'ai mon pod qui a été créé en fait. Donc si je fais un kgetpod là, et boum, vous voyez que j'ai mon worker qui a été créé en fait. Donc j'ai le worker qui a été créé. Voilà. Et là, si je continue de publish, là, hop. Je publish, hop. Attendez, hop. Publish message published. Pourquoi il me met ça? Message published, hop. Donc il y a des workers qui vont toujours être créés là. Voilà, j'ai des workers qui sont créés. Il m'a créé un peu plus que ce qu'il devrait le faire, mais là on voit bien le comportement. Vous voyez, il n'y en avait rien. Quand j'ai lancé le Watcher au début, il y avait pas de pod. Et là, il continue à me scale mes portes. Donc, ce qu'on va donc maintenant faire observer, maintenant, je vais purger les messages de ma queue. Donc, je vais venir dans ma queue ici, je vais faire
purge message là. Là, je décide de purger tous les messages. Voilà. Et là, hop. Qu'est-ce qui va se passer? On doit voir que le nombre de workers va diminuer un moment. Donc il faut juste, on patiente un peu le temps que le countdown se fasse et tout. Normalement, les messages, le nombre de pods doit disparaître un moment. Et là, vous voyez, mon nombre de messages, je n'ai plus de workers. Je n'ai rien fait, je n'ai pas fait de kubectl delete et tout. Il n'y a pas de commande kubectl delete. Le nombre de pods, il a diminué, de workers, ils ont diminué tout seul. Parce que dans la queue, il n'y a plus de messages. Donc comme il n'y a plus de messages, il n'y a plus besoin de ressources Kubernetes en fait. Donc là, vous voyez que le nombre de messages là, j'ai 0 en fait. Et ça, c'est la puissance de RabbitMQ. Et regardez si je recommence encore à publish, j'en renvoie un message Gaël, test, voilà. Je renvoie encore un message. Je renvoie encore un message, voilà. J'en ai deux, Windows R. J'ai 2 messages. Et là, on va voir des workers qui apparaissent. Et là, j'ai mes workers qui reviennent encore. Ouais. Et là, j'ai mon worker qui se crée et tout. Donc, si je fais un kgetpod. Et là, j'ai les workers qui sont là. Donc, ça, c'est la puissance de Keda. Donc là, je vais purger les messages. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, j'espère que c'était clair pour vous. En purgeant, on va juste revérifier que quand je purge, ça redescend. Il faut juste attendre un peu, je crois, 30 secondes. Que les workers disparaissent complètement. Et on devrait être pas mal. Donc là, vous voyez que les pods sont automatiquement supprimés. Ils sont terminating et ensuite sont complets. Et là, si je refais un kgetpod là, et boum, je n'ai plus de messages quoi. Donc, Keda se charge de tout faire. Juste à partir de mes messages dans Rabbitoot, ça permet de scale mon nombre de pods. Donc, vous imaginez tous les use cases qui sont imaginables, toute la puissance que vous pouvez avoir derrière. Donc, on va conclure. Hop. Voilà, c'est terminé pour cette... Allez, c'était pas une grosse vidéo non plus, mais ce petit cours express sur Keda. Donc vous avez pu voir comment est-ce que Keda il fonctionne. Vous savez normalement ce que c'est que Keda à ce stade-là. Et vous serez même capable vous-même de pouvoir créer vos CRD pour Keda, pour vos applications. Donc vous avez vu la puissance vraiment de Keda. Et c'est quelque chose que je vous recommande si vous devez gérer des clusters Kubernetes en production, de vraiment jeter un œil, de vous pencher sur vos applications, vous poser les bonnes questions. Est-ce qu'on peut l'optimiser? Parce que notamment avec du scaling externe et tout, parce qu'il y a plein de use cases. Keda s'y prête à plein de use cases. Comme vous avez pu le voir sur la documentation, il y a plusieurs services externes en fait sur lesquels on peut récupérer les métriques et pouvoir faire le scaling dessus. Et c'est un outil vraiment que je recommande, qui est vraiment hyper puissant. Et qui permet vraiment de gagner en proactivité et qui peut vraiment vous aider à pouvoir optimiser les performances de vos applications et les temps de réponse de ceux derrière quoi, et même prévenir les problèmes qui peuvent arriver quoi. Donc c'est tout pour cette vidéo là. N'hésite pas à aller regarder mon livre Mastering Kubernetes là où je vous explique comment débugger les problèmes Kubernetes en production. Bon, je parle pas de Keda dans ce livre là, peut-être dans une prochaine version je pourrais parler de ça. Voilà, donc d'ici là portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Au revoir. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'était un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.